Et donc, dans ce premier entretien de l'Actu C'est vous, nous parlerons du phénomène de l'urbanisation des communes littorales bretonnes, où l'extension des zones urbaines a conduit à la perte de terres agricoles et naturelles, sans entraîner pour autant une hausse significative de la population. Bien au contraire. Bonjour Jérémy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, vous avez enquêté sur le sujet avec votre confrère Denis Vanier. Depuis combien de temps est-ce que vous avez observé une tendance justement à l'urbanisation croissante sur les communes littorales bretonnes et quels ont été les principaux moteurs de ce phénomène ? Alors j'ai peur que je ne puisse pas vraiment répondre à cette question parce que d'abord, nous on s'est travaillé sur les 10 dernières années, en gros 2010-2024. On n'a pas forcément d'indicateurs qui pourraient nous permettre d'affirmer qu'il y a une urbanisation avant, mais a priori elle n'a jamais vraiment cessé. Ce qui est certain, c'est que depuis les années 2000, on observe une accélération puisque à cause de l'attractivité tout bêtement de la Bretagne, aussi peut-être de la saturation d'autres littoraux. Voilà. Ensuite, quels ont été les moteurs ? C'est une excellente question. À mon avis, ils sont plurifactoriels. Il y a à la fois la volonté des gens de vivre dans cette belle région, tout bêtement. Il y a des résidences secondaires. Il y a le littoral qui attire de plus en plus, évidemment. Donc, tous ces facteurs-là amènent... Et puis, il y a aussi la volonté des élus locaux de développer l'activité de leur commune, ce qui est tout à fait légitime. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce phénomène-là ? Est-ce que c'est vous, parce que vous connaissez la région, ou est-ce que c'est parce que c'est des personnes, des locaux, qui vous ont interpellé justement à ce sujet ? Alors là, c'est mon expérience personnelle. En fait, tout simplement, ça a commencé il y a peut-être 5-6 ans. J'étais effectivement en vacances en Bretagne, sur le littoral, et puis je vois des constructions en train de se faire, ou des permis de construire. Il y a des permis de construire affichés un peu partout. Et je me dis, mais... si ça me rappelle quelque chose, il n'y a pas une loi qui s'appelle la loi littorale qui normalement limite ou en tout cas contrôle cette urbanisation. Et je me suis demandé pourquoi ces constructions-là avaient été autorisées. Ce qui d'ailleurs, après recherche, retourner sur ce lieu-là en particulier, effectivement, elles n'auraient jamais dû être autorisées. Elles sont totalement contraires à la loi littorale. Donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Je me suis demandé, mais comment ça se fait ? Comment se fait-il que des constructions sont autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être ? Et c'est comme ça que j'ai fait une première enquête qui a été publiée dans le journal Le Monde il y a maintenant 3 ans, 2 ans et demi. Et après, j'ai voulu effectivement poursuivre cette enquête parce qu'il y avait plein d'aspects qui me semblaient manquer un peu pour être approfondis. Je me suis rapproché de Splend qui m'a fait rencontrer Denis Vanier, lequel avait, en tant que data journaliste, une approche tout à fait complémentaire. Et lui, il est allé pêcher justement dans des données d'urbanisation, de l'hygiène, des bases de données de Citadel, etc., qui sont les bases de données des permis de construire accordés. Bref, donc on s'est lancé là-dedans à ce moment-là et on a pu vraiment se rendre compte de l'urbanisation. Et c'est comme ça que d'ailleurs Denis a mis au point, a réalisé une carte dans laquelle on peut naviguer sur le site de Splend, où on peut voir vraiment toutes les zones qui étaient déjà urbanisées en 2014 et qui ensuite, entre 2014 et 2024, qui ont été urbanisées avec tous les permis qui n'ont pas encore été réalisés mais qui ont été accordés. Et on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup. Et on arrive à 6400 hectares de terres artificialisées simplement sur la bande de 5 km du littoral. Donc on ne s'intéresse même pas au reste de la Bretagne. Vraiment, on s'intéresse juste à la bande littorale. Voilà. Et justement, il y a certains maires qui, vous le dites dans votre enquête, qui justifient cette extension des zones urbanisées par la nécessité d'attirer de nouveaux habitants et donc, d'une certaine façon, de soutenir l'économie locale. Est-ce que vous pensez que ça a eu l'effet escompté sur la population et la création d'emplois dans ces communes ou pas du tout ? C'est très variable selon les endroits, vraiment très très variable. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la recette absolue. Ce qu'on peut dire, c'est que y a plusieurs choses en fait. L'accord, un maire va vouloir accorder un permis parce qu'on lui demande, tout bêtement, pour acheter un peu la paix dans la commune. Il y a parfois ça, on cède un peu. Parfois, c'est en effet pour attirer des activités, des entreprises, des choses comme ça. Encore une fois, c'est tout à fait légitime. Et parfois, il y a d'autres motivations qui sont peut-être un peu moins avouables. Mais ce qui est certain, nous, c'est qu'effectivement, on a un résultat, grâce à toute la quantité d'informations à laquelle on a pu avoir accès, et qui sont d'ailleurs des données qui sont accessibles à tous.
disponibles sur les différents sites de l'État. On a pu constater que si on regarde les 270 communes du littoral, il y en a pas peut-être une cinquantaine, il y en a plus d'une cinquantaine qui construisent beaucoup et qui perdent des foyers, qui perdent des classes. Donc, potentiellement, le pari est raté. Ensuite, il y a des communes qui gagnent de la population, qui en bétonnant, en gagnent. On s'aperçoit quand même que la plupart, encore une fois, ce n'est pas une règle générale, mais il y en a beaucoup qui sont dans la périphérie des grands centres urbains, comme Saint-Malo. Saint-Malo est une petite commune qui est quasiment intégralement urbanisée. Donc, les communes alentours profitent de l'attractivité du centre pour construire et pour attirer des gens. Voilà. Mais on a quand même... On fait lorsque les maires disent nous on construit pour attirer des gens, pour attirer des gens et pour attirer de l'activité économique, force est de constater que ça ne fonctionne pas. En tout cas, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Parce qu'il y a d'autres, vous avez donné d'autres exemples. Il y a par exemple la commune de Kerlouan qui, malgré justement l'extension des zones urbanisées, la population elle a diminué. Donc entre ce qui est dit, on va dire, le projet, on sent bien quand même qu'il y a un paradoxe dans certaines communes. Oui, alors l'explication, elle peut être diverse. On peut la trouver. D'abord, le truc le plus évident, c'est les résidences secondaires. C'est-à-dire qu'on les construit et puis ça n'attire pas des gens. Alors on peut espérer qu'à terme, les gens qui ont construit ces résidences secondaires vont venir peut-être finir leur vie sur le littoral. Mais entre-temps, il y a quand même un foyer vide. Et puis, c'est pas avec des personnes âgées ou avec des résidences secondaires qu'on remplit les classes et qu'on fait de l'activité le reste de l'année. Finalement, on ne fait de l'activité que pendant les vacances scolaires, donc ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne justifie pas disons que l'investissement en vaut-il la chandelle, je ne sais pas. Et donc, il y a un chiffre, c'est environ 9% des permis de construire qui ont été délivrés sur la côte, qui concernent, donc, comme vous le dites, les résidences secondaires. Et ces résidences ont eu une influence, donc vous l'avez dit, le vieillissement de la population, les conséquences pour les écoles, les services de santé et l'économie locale. Mais l'article mentionne aussi que l'artificialisation des sols a conduit à la perte de terres agricoles et d'espaces naturels. Quel est justement l'impact à long terme sur l'environnement de ce phénomène-là ? Alors, je voudrais juste corriger une chose. Vous dites 9%. En fait, 9%, c'est les 9% déclarés. Mais une personne n'est pas forcée de déclarer qu'il va construire une résidence secondaire. Donc, c'est beaucoup plus, finalement. Et puis, ça peut être ensuite résidence secondaire. C'est compliqué à qualifier parce que si c'est des gens qui ont grandi sur la commune, qui sont allés travailler un peu plus loin et qui reviennent sur la commune, est-ce que c'est compliqué. 9%, c'est le pourcentage déclaré et on n'est absolument pas, quand on demande une permis de construire, on n'est absolument pas obligé de dire est-ce que ça va être une résidence secondaire ou pas. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, le problème de cette urbanisation croissante, il se décline sur tous les fronts, en fait. Il se décline sur le côté écologique. Ça, c'est la première chose qu'on voit. C'est qu'on urbanise, donc on imperméabilise les sols, par exemple, parce qu'on a vu à Valence ce que ça pouvait apporter avec des inondations, des choses comme ça. On réduit la biodiversité. Ça, c'est aussi une évidence. Ça a un impact sur les écosystèmes. Ça aussi, si on regarde les terres agricoles, alors la Bretagne est une grande région agricole, donc on n'en est pas encore là. Mais par exemple, sur des îles, si on réduit les terres agricoles, ça veut dire que l'île ne produit plus sa propre production agricole pour nourrir sa propre île. Elle est de moins en moins autonome. Alors on peut se dire qu'effectivement, on peut faire venir les aliments du continent. C'est ce qui se passe sur Belle-Île et on a de moins en moins de terres cultivables, donc on les fait venir par bateau. Mais est-ce que, encore une fois, c'est la question de produire local, manger local, etc. Au-delà de ça, il y a aussi la question de la démographie. On s'est amusé à regarder un peu, à faire un graphique entre la distance du littoral et l'âge. Et on s'aperçoit que à 200 mètres du littoral, c'est vraiment des gens plus âgés qu'à 5 km du littoral. On a vraiment une courbe décroissante très, très nette, très, très significative. Mais ça veut dire aussi que sur les littoraux, comme je vous le disais, on va attirer plutôt des personnes âgées, des personnes qui vont venir finir leur vie là, et c'est très bien, mais pendant ce temps-là, qui va s'occuper d'eux ? Par exemple, les emplois, les gens ne vont plus avoir les moyens de se loger sur le littoral.
parce que c'est beaucoup trop cher. C'est aussi ça le problème de cette urbanisation croissante du littoral, c'est que le foncier augmente énormément. Donc les gens qui vivent là ne peuvent plus vivre là, enfin ne peuvent plus se le permettre, un peu comme ce qui se passe dans des grandes régions comme dans la ville de Paris. Les gens qui travaillent à Paris ne peuvent pas forcément se loger à Paris. Et là, c'est la même chose, ce qu'on observe sur les littoraux. Les gens qui travaillent sur le littoral peuvent de moins en moins se loger sur le littoral. Donc par exemple, on va dire, oui d'accord, il y a des personnes âgées, mais résultat, il faudra bien s'occuper d'elles. Oui, mais les gens qui s'occupent d'elles, elles vont devoir venir de beaucoup plus loin, par exemple, tout bêtement. C'est rare aussi. Rares sont les communes qui bétonnent, qui respectent vraiment totalement les pourcentages de logements sociaux, par exemple. Voilà, c'est tous ces enjeux-là, et encore, j'en oublie, mais certainement, mais tous ces enjeux-là sont là et se posent de manière très, très prononcée. Et justement, il y a certains élus qui continuent de favoriser cette extension des zones urbaines, malgré une loi, donc c'est la loi zéro artificialisation nette, donc ZAN. Est-ce que, selon vous, comment est-ce que ça pourrait affecter justement l'avenir de ces communes littorales ? En fait, malgré les lois, il y a même des flous aussi sur le fait de contourner la loi littorale. Oui, alors justement, la loi littorale et la loi climat et résilience qui définit le zéro artificialisation nette, c'est deux choses différentes. Effectivement, nous, en fait, on s'est justement posé cette question. La loi littorale est là pour protéger les littoraux d'une artificialisation croissante. Elle est là depuis 1986, donc ça fait presque 40 ans. Et la loi ZAN, le ZAN devrait se mettre en œuvre d'ici 2050. Et nous, on s'est posé la question, quelles leçons tirer de l'application de la loi littorale pour le ZAN, pour essayer que ça se passe mieux. Alors, s'agissant de la loi littorale et de la loi ZAN, en fait, la loi littorale et aujourd'hui la loi ZAN, c'est fait dans un contexte de décentralisation. C'est-à-dire qu'on a confié l'urbanisation aux communes, aux élus locaux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était plutôt l'État qui décidait, c'était les services de l'État qui acceptaient ou qui validaient les permis de construire, etc. Et on s'est dit, c'est les élus locaux qui connaissent le mieux leur territoire, ce qui est tout à fait légitime. Donc, on va leur confier le droit de déclarer que tel endroit est constructible, tel endroit n'est pas constructible, comment ils veulent développer leurs agglomérations, leurs communes, etc., etc. Et donc, c'est eux qui décident d'avoir des permis de construire. Et au demeurant, cette démarche, je pense, est tout à fait saine. C'est effectivement les élus locaux qui connaissent le mieux les besoins de leur commune et qui connaissent le mieux les enjeux, etc., etc. Sauf que il aurait fallu renforcer un peu plus... Alors, d'une part, il aurait fallu renforcer un peu plus le contrôle de légalité, qui est aujourd'hui exercé par la préfecture. Et d'autre part, il aurait fallu que les termes de la loi soient très clairs. Oui, il y a un manque de clarté. Voilà, on s'est dit, on laisse ça aux élus locaux. Des résultats, on n'a rien défini. On a donné des notions comme village, comme agglomération, comme hameau. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hameau ? Qu'est-ce que c'est qu'un village ? On ne dit pas. On ne donne pas. On ne dit pas, c'est tant de maisons par hectare, ou c'est tant de distance entre deux maisons, etc. On ne donne rien. La loi ne donne pas. Elle dit, c'est les élus locaux qui vont décider. Comme c'est les élus locaux qui décident, en fait, c'est le contentieux qui va décider. C'est le juge qui va juger des contentieux entre les riverains et la commune, entre plusieurs riverains qui veulent dire non, moi je veux pas que tu construises là, etc., etc. Ouais. Le juge va décider et c'est finalement la jurisprudence qui va un peu modeler, définir les termes du débat. Sauf que la jurisprudence est extrêmement fluctuante d'un lieu à l'autre, d'un juge à l'autre, d'une cour à l'autre. Et donc, en fait, on reste assez flou. On reste dans des choses assez floues. Par exemple, il y a un arrêt très important de 2007 qui a dit, là, on a plus de 50 maisons autour avec une église, un commerce, etc. Ça, c'est un village, on a le droit de construire, on a le droit d'étendre l'urbanisation. Et on l'a fait. Résultat, cette jurisprudence a été reprise et un peu déformée. Alors, de 50, on est passé à 40, et puis de 40 à 30, etc. Et donc, maintenant, les villages, qu'est-ce qu'un village ? On ne sait toujours pas exactement. Et c'est le vrai problème de la loi ZAN qui... alors, on ne connaît pas forcément très très bien les modalités d'application de cette loi ZAN, mais du zéro artificialisation nette. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, l'état actuel des choses, elle n'est pas plus précise. Elle ne définit pas plus précisément les termes du débat. Et résultat,
c'est la porte ouverte aux élus à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas artificialiser, ils arriveront très très bien à ne pas s'artificialiser. Par contre, ceux qui veulent artificialiser pourront continuer à le faire a priori. Et justement, est-ce que ce sont des cas isolés? Parce que vous parlez aussi, vous donnez des exemples. Il y a le projet de Plouvien et Tréglounou. Est-ce que, qui justement montre comment un échange de terre a permis de construire la loi littorale, est-ce que ces éléments-là, c'est un cas donc isolé, ou est-ce qu'il existe d'autres exemples de ce type en Bretagne? Alors le cas de Plouvien et de Tréglounou est assez particulier. C'est-à-dire que Plouvien était une commune littorale parce que sur un estuaire, sur la Berbenois, il me semble. Donc elle était, mais vraiment au bout de l'estuaire, vraiment très 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 au fond. Et elle était. Alors la loi littorale s'applique aux communes qui sont proches des îles littoraux. Donc effectivement c'est ça. Sauf qu'elle voulait faire. Plouvien avait un projet de tour, un projet industriel avec la laiterie Sille, et puis aussi des problèmes des projets de montée des éoliennes, et la loi littorale les en empêchait. Donc, le maire de Plouvien a dit, très bien, nous, en fait, on a une bande de terre qui doit faire 500 mètres de large, ou à peine plus, qui nous donne accès à la Berbenois, et si on donnait cette bande de terre à la voisine? C'est vraiment ça. C'est un tour une petite astuce urbaine. Il a donné un petit peu de terre à sa voisine pour ne plus dépendre de la loi littorale. Au passage, en fait, on peut quand même se poser de la question. Ça a été validé par les services de l'État, par la préfecture du Finistère, mais on peut quand même se poser des questions parce que, certes, la bande de 100 mètres reste inconstructible, etc., mais il y a plein d'espaces remarquables du littoral qui vont un peu plus loin que juste la bande des 100 mètres, qui vont parfois jusqu'à 1 km, 2 km, qui là ne sont plus protégés puisque la loi littorale ne s'applique plus. Alors à ma connaissance, c'est le seul cas. C'est le seul cas de ce type en Bretagne et même en France. À ma connaissance. Cependant, en fait, ça, c'est une manière de s'abstraire de la loi littorale, de se retirer, de ne plus dépendre de la loi littorale. Mais même en dépendant de la loi littorale, il peut y avoir beaucoup de manières de dire, de la contourner. Alors d'abord en disant que, par exemple, tel endroit qui est un hameau, qui pourrait être... Il y a un côté un peu subjectif, c'est-à-dire quand on voit un petit hameau, un petit amas de maisons, on peut se dire, si, c'est un hameau, il y a quand même beaucoup de maisons à cet endroit-là. Et alors très bien, ok, mais en fait c'est un village. Il y a même des maires qui vont mettre un panneau village à l'entrée pour dire, j'ai le droit c'est un village, donc j'ai le droit c'est un petit tour de passe-passe. Alors il y en a d'autres, il y a des maires qui vont pour asseoir la notion de village ou la notion d'agglomération, ils vont tracer au sein de ces villages et ces agglomérations un petit centre urbain, parce qu'on a le droit, ça, dans les PLU, de dire, ça c'est un centre commercial, c'est un centre, le terme m'échappe exactement, mais c'est en fait un périmètre au sein de l'agglomération dans lequel la municipalité a un droit de préemption pour ouvrir des commerces. C'est des choses pour faire vivre les centres-villes. Et en traçant un peu arbitrairement un centre urbain comme ça au sein de son PLU, on peut dire, regardez, c'est un village, puisqu'il y a même un centre-ville. Et alors qu'on a vu ça quand même dans plusieurs cas où ce centre urbain, il n'y a pas un seul commerce, il n'y a pas moyen d'en ouvrir non plus, d'ailleurs. Donc c'est assez... on a beaucoup de techniques comme ça. Alors aujourd'hui, il y a aussi en fait, à chaque nouvelle mouture de la loi, on invente des nouvelles notions comme les secteurs déjà urbanisés, etc., etc. Et à chaque fois, ça donne lieu à des possibilités soit de densifier l'urbanisation, soit de l'étendre. Et justement, pour conclure, selon vous, quels seraient les leviers qui pourraient être utilisés justement pour renforcer les capacités de contrôle et de régulation à la fois des préfectures et des municipalités sur ces projets-là? Parce qu'on se rend compte, on se pose aussi la question, la faute à qui? Est-ce que c'est la faute des municipalités ou des préfectures? C'est complexe. Il y a plusieurs leviers que je verrais. Le premier, ce serait de mieux écrire la loi, tout bêtement, de définir les choses plus clairement, vraiment, très clairement. Un village, c'est ça. Une ville, c'est ça, parce que ça va être ça avec le ZAN, c'est la même chose. C'est de définir très clairement ce que c'est une bonne fois pour toutes. Alors ensuite, on peut se dire, de toute façon,
les élus locaux auront toujours une marge de manœuvre, parce que c'est pas parce qu'on dit tant de maisons par hectare qu'on peut pas voir un peu. Il y a toujours moyen de négocier un petit peu. D'autre part, l'autre identification que j'ai, c'est évidemment renforcer les services de l'État pour contrôler la légalité des documents d'urbanisme. Parce que pour l'instant, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les services de l'État, les services préfectoraux dédiés au contrôle de l'urbanisme, déjà, ils sont dédiés, mais en fait, ils ont aussi d'autres missions, donc ils s'éparpillent un peu. Mais en gros, les services, c'est 5 personnes maximum, voilà, en sous-effectif notoire, sachant que voilà, on a maximum 5 personnes qui doivent s'occuper de 30 000, parfois, actes d'urbanisme par an. C'est complètement, ça dépasse l'entendement. C'est pas possible. Alors résultat, ils en gardent quelques-uns, puis voilà. Et il y a beaucoup. Moi, il y a une notion que j'aime bien qui est la transgression ordinaire. La transgression ordinaire, on le fait tous. C'est ne pas traverser dans les clous. On est sur la route, il y a un cycliste qui est là et qui nous bloque un peu, qui avance à 15-20 km/h. On a envie de le doubler, mais il y a une ligne blanche. On franchit la ligne blanche. On n'a pas le droit, mais on le fait on se dit c'est un cycliste, ça va. Ouais. On le fait tous. Vraiment, et je ne jetterai pas la pierre. Moi, je fais aussi de la transgression ordinaire sur certaines choses. Mais en l'occurrence, sur des décisions d'urbanisme, on va soumettre un permis de construire que l'on sait délibérément. Moi, j'ai vu un permis de construire, c'est hallucinant parce que sur le permis, l'architecte a fait figurer la limite des 100 mètres. D'accord. Donc, il sait que la limite des 100 mètres est là. Il sait qu'il n'a pas le droit de construire à cet endroit-là. Mais il le soumet quand même. Et le permis est passé. Et alors, est-ce qu'il est passé ? Il est passé parce que le maire a dû dire bon, très bien, voilà. Et ensuite, est-ce que les services de l'État sont passés ? Ça, on n'en sait rien. A priori, moi, je pense non, parce que sur 30 000 actes d'urbanisme, je ne vois pas comment il ait pu prendre celui-là. Mais je pense que s'il était tombé sur celui-là, il aurait dit non. Donc, en fait, sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. On peut retrouver donc cette enquête sur le journal Splan. Oui.